what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Gag order sur Trump. Révélation explosive à New York. Et au Congrès, du chaos au chaos. C'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, bonjour si vous nous retrouvez depuis le continent nord-américain, les Antilles, bonsoir aussi à l'Afrique francophone, très heureux de vous avoir parmi nous pour une émission extrêmement chargée, comme je l'ai tweeté un petit peu plus tôt. Il est tout juste midi à Las Vegas et j'ai l'impression de débuter ma 6e journée. Tellement il se passe de choses, ça a explosé un petit peu dans tous les sens. Washington pour le gag order de Trump, New York, son 3e semaine du procès financier, en Géorgie, la préparation des questions pour les futurs jurés du procès, et en plus, demain, l'élection normalement d'un speaker à la Chambre des représentants. Donc on va parler de tout ça. En plus de ça, on a un moment MAGA que vraiment je vous conseille dans quelques minutes. On a le retour de Cody pour sa rubrique Sous le radar consacrée à Kamala Harris qui était de passage à Las Vegas la semaine dernière. En fin d'émission, je prendrai vos questions si je suis toujours en vie. Donc voilà, c'est l'idée. Sinon, évidemment, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre soutien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X et sur Blue Sky. Vous avez été nombreux à demander des codes. Je pense que Cody vous a expliqué la marche à suivre. Il en reparlera à la fin de l'émission. On commence à avoir une vraie communauté là-bas. C'est super important. Merci énormément à celles et ceux qui viennent s'inscrire sur notre page Patreon, nous apporter un soutien. C'est ce qui nous permet d'être plus présents et de l'être encore plus. On va parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, et entre autres à Washington, et je crois qu'il n'y aura pas d'autre moyen que d'être là tous les jours pour vous raconter ce qui se passe. Donc tout ça c'est possible grâce à la communauté de la chute, grâce à vos dons sur Super Chat. Vous avez déjà été très nombreux à passer nous soutenir sur Super Chat, donc je vais vite vous remercier. PJ Harry, merci. Eric Cornus qui passait pour la première fois sur Super Chat, merci Eric, c'est très apprécié. Inès, merci beaucoup Inès. Delvo, une habituée, merci Delvo. J'ai vu Sylvie qui nous soutient sur YouTube et nous soutient sur Patreon. Merci beaucoup Sylvie, c'est vraiment très apprécié. Corinne, merci Corinne qui nous dit je suis trop vite Thomas. Je suis tellement heureuse de participer à ce rendez-vous. En grand merci pour la qualité de vos contenus et bienveillance de vos interactions. Écoutez, on essaye d'être simplement humain dans un monde qui est complètement fou. Donc voilà, et puis c'est au-delà de ce que je fais, de ce que Cody fait, de ce que Thomas fait. Je pense que c'est la signature de la communauté de la chute. Je suis privilégié, nous sommes privilégiés d'avoir une communauté aussi solidaire, aussi présente et aussi courtoise et bien intentionnée. Donc merci à vous. On a aussi Alna, merci Alna, et puis voilà, on a fait le tour. Merci Thomas. Donc voilà, on a dit beaucoup de merci, mais encore une fois, tout ça est sincère. Pour rappel, l'animation du chat, c'est Cody, la recherche iconographique, c'est Cody, la production, j'ai oublié la semaine dernière, j'ai été puni, la production et la réalisation de cette émission, c'est Thomas Raymond, l'homme que vous ne voyez jamais, qui évite les caméras, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc voilà, là, il me regarde de travers. Enfin, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite pour les news. Allez, c'est parti.
que vous soyez au courant de tout, là, des coulisses de l'émission pendant le bref jingle. Transition, Thomas m'a menacé de me couper le micro. Donc si vous m'entendez plus, c'est c'est une punition. C'est pas grave. Donc les news, on va commencer par la breaking news du moment qui s'est déroulée ce matin à Washington. Il y a quelques semaines, le procureur Jack Smith avait déposé une demande de gag order, d'un bâillon, d'empêcher Trump de s'exprimer, pas de s'exprimer sur l'affaire, mais d'attaquer verbalement ou via ses posts sur Truth Social, d'attaquer les jurés, d'attaquer les membres du tribunal, la magistrate aussi. Toute la semaine dernière, Smith avait rapporté d'autres éléments pour prouver que Trump était une menace, entre autres pour les témoins, qu'il s'attaquait par exemple à Bill Barr qui devrait être un témoin, à Mike Pence qui devrait être un témoin, qu'il menaçait de mort le général Milley, qu'il avait essayé pour des raisons électorales d'acheter une arme alors que c'est absolument interdit lorsqu'on est inculpé. Donc il a mis tout ça en avant, avec aussi une dimension qui était extrêmement intéressante, de dire que il souhaitait aussi limiter les actions de Trump au niveau des futurs jurys à Washington. Je vais vous raconter comment et pourquoi cet aspect-là n'a pas été retenu, parce que c'est un gag order partiel qui est globalement tout ce que Smith avait demandé. Donc le gag order, ça veut dire que la magistrat de la juge Chutkan a interdit à Trump et en général à toutes les personnes impliquées dans le procès d'attaquer verbalement ou d'utiliser les réseaux sociaux. On sait que Trump utilise principalement Truth Social, sa propre plateforme. Entre parenthèses, petite parenthèse, la première de l'émission, l'équipe de campagne Biden-Harris vient d'ouvrir un compte sur Truth Social, assez ironiquement quelques minutes après la décision de la magistrate. Donc eux vont apporter la parole là-bas. Ça promet quelques feux d'artifice, ça c'est certain. Fin de la petite parenthèse. Et donc la juge Chutkan a interdit toutes les attaques contre elle, déjà, contre la cour, contre les membres de son équipe. On avait vu que à New York, Trump avait eu aussi un gag order après avoir attaqué une des assistantes de la greffière, si je me souviens bien, du juge à New York, et donc qui avait motivé ça. Donc elle interdit aussi tout ce qui est attaque et insulte contre l'équipe du procureur. Depuis des semaines, Trump, utilisant sa liberté d'expression, traitait Smith de truand, de personnes complètement dérangées, de malades, de maniaques, etc., etc. Tout ça, c'est interdit. Aujourd'hui, elle autorise Trump à poursuivre ses attaques contre Biden, en précisant que de toute façon, ça c'est sa campagne, et que Biden n'est absolument pas lié à l'instruction qui est en cours, donc il a le droit. Ça, c'était une stratégie de Trump d'essayer de dire que c'était une manière de le censurer politiquement. C'est le discours qu'il va avoir et qu'il a déjà, on va voir ça dans quelques secondes, dans les prochains jours, qui va suivre. Et surtout, il y avait un aspect intéressant qui a été un petit peu ignoré par les médias, dont je voulais vous parler, parce que c'est une technique américaine qui est plus ou moins illégale en Europe. Une des craintes de Smith, que pour l'instant la magistrate n'a pas suivi, c'est que Trump vienne corrompre les futurs jurés à Washington en utilisant ce qu'on appelle des push polls. Donc ce sont des faux sondages. Donc vous êtes chez vous, le téléphone sonne, vous avez le nom d'une compagnie qui ressemble à des compagnies prestigieuses de sondage qui viennent vous demander votre opinion. Et là, on va utiliser des
des questions orientées qui vont faire passer des rumeurs sous le titre de questions. Je vais donner un exemple très précis. Lorsque George W. Bush décide de devenir gouverneur en Floride, à ce moment-là, la gouverneure sortante est extrêmement populaire. C'est une démocrate d'ailleurs au Texas. Et Karl Rove, le cerveau comme Bannon les derrière Trump, décide d'utiliser à fond, de manière massive, des push-polls où ils appellent des citoyens texans en leur demandant est-ce que ça vous gêne, donc c'est un mensonge à 100%, est-ce que cela vous gênerait d'apprendre que l'équipe de la gouverneure sortante est constituée uniquement de lesbiennes. Donc ils appellent évidemment les communautés religieuses, c'est basé sur rien, d'accord, mais tout ça fait que les gens se disent « Ah mais attends, ça veut dire, je ne savais pas, ça veut dire qu'elle est lesbienne, qu'il y a des lesbiennes à Austin, je ne peux pas voter, à Austin où il y a le poste du gouverneur, je ne peux pas voter pour elle. » Lorsque dans les primaires en 2000, Bush est opposé à John McCain, même stratégie utilisée, on fait appeler ces faux organismes de sondage en expliquant et que penseriez-vous du fait d'apprendre que John McCain a un enfant illégitime noir? D'accord? C'était une question utilisée. Tout ça est basé sur strictement rien. Il n'a pas d'enfant illégitime, il n'a pas d'enfant illégitime noir, mais ça crée une rumeur dans l'inconscient de l'électeur qui va aller le répéter, etc. Et aujourd'hui, une des craintes de Jack Smith, c'est que Trump utilise les mêmes techniques pour appeler, c'est juste une histoire d'argent, donc d'investir de l'argent pour appeler les citoyens de Washington DC, donc les futurs membres du jury, et leur passer des rumeurs comme ça, du style, que pensez-vous, quelle serait votre réaction si vous appreniez demain que la juge est l'ancienne maîtresse d'Obama? Je vous raconte n'importe quoi, mais c'est toujours ce même principe-là. Et donc pour l'instant, la magistrate a décidé que ce n'était pas nécessaire d'aller si loin. Je pense parce que le calendrier est suffisamment tôt, on va revenir sur le calendrier. Mais bon, en tout cas, ça a été un des échecs de Smith. Sur le reste, il a eu entièrement raison. Donc ça veut dire quoi concrètement ce gag order? Ça veut dire que Trump n'a plus le droit de s'attaquer verbalement, comme on l'a dit, ou sur sa plateforme, et la juge Chutkan, sans en détailler les peines attachées, a expliqué que si Trump ou n'importe quelle autre personne impliquée dans l'affaire ne respectait pas sa décision, elle utiliserait tous les moyens nécessaires pour les faire respecter. Tous les moyens nécessaires, c'est une manière pour un magistrat de dire, y compris de vous envoyer en prison. À New York, le juge a utilisé la même terminologie lorsqu'il a passé son gag order, et quelques heures après, on a appris que à la fin de l'audience, il avait précisé aux avocats de Trump que si Trump ne respectait pas sa décision, ça serait au minimum 1 mois de prison à chaque fois qu'il ne respecterait pas la décision. Donc c'est clair que c'est désormais une menace qui plane au-dessus de la campagne Trump, qui a répondu rapidement, d'abord par le fils Trump, donc Don Jr., qui est allé sur Twitter en expliquant qu'évidemment c'était une attaque sur la liberté d'expression de Trump, normal, puis son porte-parole, qui nous a expliqué que c'était une abomination, une abomination absolue, que c'était évidemment contrôlé en sous-marin par Joe Biden, c'était évidemment parce que Trump était en avance dans les sondages et que donc c'est pour l'empêcher de gagner la présidence. Et puis surtout, c'est pas une surprise parce que depuis quelques jours, on va dire depuis 4-5 jours, tous les supporters de Trump, si vous êtes sur ces listes, ces mailing lists,
recevait entre 5 et 10 emails différents par jour pour solliciter de l'argent. Sur le thème que on va me supprimer ma liberté d'expression, on va me supprimer ma voix, devenez la mienne. Et donc aujourd'hui, dans les minutes qui ont suivi la décision de la juge Chutkan, Trump a envoyé un nouvel appel aux dons à ses supporters en expliquant, comme vous pouvez le voir à l'image, que une nouvelle fois c'était une censure et que donc il comptait sur ses électeurs pour gagner de l'argent. Je vous ai déjà expliqué, Trump a un besoin désormais vital de lever des fonds. Mercredi, on parlera un petit peu de chiffres, hein. On a des nouveaux chiffres extrêmement intéressants. Vous verrez que principalement l'argent que Trump récolte sert aujourd'hui à payer ses avocats, ne sert plus à sa campagne, et que donc tous ces incidents, ces décisions, tout ça sert à ramasser les fonds. On l'a vu à New York, il est venu sur les premiers jours du procès, il va revenir cette semaine. Sa principale motivation, c'était de demander, donc d'apparaître devant les caméras et de demander de l'argent à ses supporters. Il revient la semaine prochaine, il revient cette semaine parce que oui, il y a des témoignages forts contre lui, mais parce que principalement, ça lui permet de récolter des fonds, et la campagne Trump a un besoin pressant de fonds, d'autant plus qu'il n'est toujours pas le candidat unifié du Parti républicain et donc ne peut pas bénéficier de dons du Parti républicain. 2 secondes. Me revoilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Chutkan que peut-être dans ce tourbillon de décisions, donc de ce gag order contre Trump, l'information la plus importante, c'est qu'elle a confirmé que le procès démarrerait bien le 4 mars 2024. Le clan Trump avait une nouvelle fois, ses avocats avaient demandé une nouvelle fois de repousser le procès en 2026, donc 2 ans après l'élection. Elle a reprécisé qu'il démarrerait bien le 4 mars 2024, donc avant l'élection, à la veille du fameux Super Tuesday. Le Super Tuesday, c'est la nuit électorale la plus importante en termes des primaires, et entre des primaires républicaines où il y aura, je pense, 14 élections dans 14 États différents. C'est quelque chose qu'on vous fera vivre en direct et en français sur la chute, et donc on sera déjà là le 4 mars, parce que autant vous dire que si le procès Trump à Washington pour ses responsabilités sur sa tentative de coup d'État pour rester au pouvoir, et qui a cumulé avec le 6 janvier 2021, commence bien le 4 mars 2024, on sera là. D'accord, on sera là et on va se retrouver. S'il faut se retrouver tous les jours, on se retrouvera tous les jours. On sera là et on compte sur vous. Donc voilà, donc ça c'était Washington Chutkan. Je vous parle tout de suite de New York parce que ça a aussi explosé à New York. Donc New York, où vous le savez, Trump, ses fils, la Trump Organization est poursuivie dans le cadre de fraude au pluriel, de fraude aux assurances, fraude aux impôts, fraude aux banques, et qui tourne autour de la valorisation exagérée des biens de Trump pour obtenir de meilleurs taux de crédit et de meilleurs montants de prêts. Deuxième partie du procès, la première partie, il y a déjà 1 mois, s'est conclue avec la culpabilité de Trump. Là, on est là pour discuter le montant de l'amende et des peines qui vont suivre ce montant de l'amende. 3e semaine qui a débuté, Trump va revenir, donc on a moins parlé de la semaine dernière de tout ce qui est arrivé, et il s'est passé énormément de choses.
avec entre autres le témoignage d'un responsable de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank est la banque qui a soutenu financièrement Trump quand toutes les autres banques ne le voulaient pas, parce que ça se savait plus ou moins dans le milieu financier que Trump mentait sur la valeur de ses biens. Il y a eu aussi le témoignage de Forbes, qui a été le magazine économique a été le premier à découvrir que Trump mentait sur la superficie et donc la valeur de son triplex à New York, et l'utilisation de... En fait, il y a eu deux choses qui ont été importantes avec ce témoignage de Forbes, qui a rendu fou Trump. On vous a posté des vidéos la dernière fois. Sur Truth Social, il n'a pas arrêté d'attaquer Forbes, parce que vraiment, c'est au cœur du problème. C'est que non seulement il mentait, premier point, mais Forbes l'a prévenu par écrit. Deuxième point, ces mises en garde ont été volontairement ignorées par Trump, donc ce qui veut dire que ce n'est plus un mensonge accidentel. Et l'attaque de Trump sur Forbes a fait que Forbes a répondu en disant qu'ils étaient en possession de preuves qu'ils étaient prêts à communiquer au magistrat, qui a dit qu'il allait regarder tout ça. Démontrant que le directeur financier de Trump, qui est lui aussi poursuivi, avait menti à la barre pour atténuer la responsabilité de Trump, qu'il existait des preuves qui démontraient qu'il y a un mensonge organisé de la part de Trump. On reparlera de Westenberg, le conseiller financier de Trump, qui est lié par un contrat complètement fou avec Trump, où l'essentiel de ces indemnités de licenciement seront versées à la fin du procès sous certaines conditions. C'est une manière légale, encore une fois, de faire pression sur un témoin. On imagine qu'il y a les mêmes choses, les mêmes dispositions sur les deux témoins qui refusent à Mar-a-Lago de témoigner contre Trump. Donc il y a eu ça la semaine dernière. Et depuis 2 jours, le témoignage de Patrick Burney. Patrick Burney, c'est un ancien cadre de la Trump Organization qui justement travaillait avec le directeur financier, et qui aujourd'hui, à la cour, sous serment, a reconnu que Trump leur avait demandé d'augmenter chaque année la valorisation de ses biens, que donc l'ordre venait du sommet, que c'était volontaire. Et il raconte par exemple que en 2016, lorsque Trump est président et que ses activités économiques, la Trump Org, continuent, Trump demande l'instauration d'un premium président, d'un presidential premium, d'un premium président sur la valeur de ses biens, en disant: maintenant que je suis président des États-Unis, tous mes biens ont pris une valeur supplémentaire, et c'était déjà des valeurs qui étaient exagérées, on a vu jusqu'à parfois 2000%, et donc il a demandé qu'on rajoute 15% de premium, de presidential premium sur ses biens. Et donc aujourd'hui, sous serment, Bernie, comme je vous le disais, a confirmé qu'il y avait cette demande de Trump année par année de faire augmenter ses biens, et qu'elle était motivée par un point qui est extrêmement important, qui est capital. Je vais vous parler la semaine dernière du témoignage de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank avait un contrat avec Trump, un contrat à pénalité, qui expliquait que Trump avait une obligation, c'était de maintenir un niveau de fortune à 2,5 milliards. La même année, selon la procureure Letitia James, qui s'occupe du dossier, la fortune de Trump, en réalité, elle est entre 800 millions et 1,2 milliard. Et en fait, il a ce contrat qui lui impose, pour pouvoir accéder à ce crédit de près de 200 millions de dollars, d'avoir une fortune de 2,5. Et donc, on commence à comprendre que pour avoir accès à cet argent, il poussait les gens qui travaillaient pour lui
à mentir sur la valeur de ses biens pour être certain de ne pas tomber dans cette zone de pénalité. Donc voilà, on va suivre évidemment ce qui va se passer à New York, mais le témoignage de Patrick Briney, je peux vous dire qu'à la fin, lorsque le magistrat va devoir décider du montant de l'amende pour Trump, c'est peut-être le témoignage qui va peser le plus dans la balance. On se retrouve tout de suite pour l'instant MAGA. Alors vous savez, chaque semaine, on vous propose pas cet instant MAGA, ce moment MAGA. Il faudra qu'on trouve des vrais titres de rubriques, mais qui sont un petit peu ces vidéos complètement folles du monde MAGA, qui est un monde qu'on connaît peu ou mal et qu'on voit pas souvent en Europe ou au Canada, au Québec. Si vous nous regardez de là-bas, et c'est le cas, vous êtes nombreux à le faire. Et donc, chaque semaine, on a envie de vous montrer ces vidéos qui sont, il faut le reconnaître, complètement folles. Il y a 15 jours, je vous avais montré un extrait de cette version qui s'appelait Freedom. C'est ça, hein, Thomas? Freedom. Une version, la version MAGA de We Are the World. Hein, il y avait tous ces chanteurs inconnus pro-Trump et Michael Flynn aussi qui était parmi eux. Et aujourd'hui, on a une nouvelle surprise. Donc on va regarder ces premières minutes, on en parle après. Et dans le chat, écrivez dès que vous reconnaissez la chanson originale qui a été volée, pillée par notre ami le maire de Magaville, the mayor of Magaville, donc le rappeur en question, vous allez voir. Écrivez-nous ça dans le chat, d'accord? Allez, c'est parti Thomas, musique. From the land of the free and the brave, USA. I love my country, they can't take that away. Against all odds he made fortune and fame. Legendary. Us patriots won't let you lock him away. Trump say the USA loves his country. Trump say the USA. Trump say the USA. Greatest. Trump he say the USA. Oh yeah he did. Yeah he did. Red, white and blue. 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 Working hard, fighting. Voilà. Bravo Eric. Ouais, donc effectivement, c'est notre ami. Non, c'est pas du tout notre ami. C'est le mayor of Magaville, Forgiato, je sais même pas comment ça se prononce et je veux pas le savoir. Blow, de son vrai nom Kurt Jantz, le rappeur qui se présente lui-même comme le neveu de Donald Trump, hein, c'est son titre officiel. Il n'est pas neveu du tout de Donald Trump, mais c'est son titre officiel. Je vous conseillerais pas d'aller sur son site internet parce que la seule chose qu'il y a sur son site internet, c'est du merch, des casquettes, des hoodies, parce que on est tous là pour le grift. Le grift, c'est une manière de gagner de l'argent sur le dos de la communauté MAGA. Et donc, évidemment, comme nous le disait Eric, cette version de Trump Save the USA, Trump a sauvé les États-Unis, est un pillage d'un artiste qui nous est cher ici à la chute, de Bruce Springsteen, de Born in the USA, son succès de 1984, qui justement relever le quotidien terrible des survivants des anciens combattants du Vietnam, qui n'est pas une chanson pro-américaine comme on essaye souvent de nous le faire croire. Reagan a déjà essayé de la récupérer. C'est un petit peu la malédiction de cette chanson qui est utilisée à chaque fois qu'il y a un 4 juillet ici, avant les feux d'artifice. La chanson qu'on retrouve, les gens pensent que c'est une chanson pro-américaine, alors que c'est une chanson très critique et très sombre sur les États-Unis. Et donc, notre ami Forgiato, il faut que j'arrête de l'appeler notre ami, vient d'en sortir une
version, Trump a sauvé les États-Unis. Donc, ce qui est intéressant lorsque je vous explique le parcours de ces gens-là qui ont compris la manne financière que représentaient les pro-Trump, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans sa carrière de rappeur en 2013. De 2013 à 2020, il n'y a rien qui marche. À un moment, il essaye de devenir le rappeur des crypto-monnaies. Il fait 1 ou 2 titres à la gloire du Bitcoin. Il n'y a rien qui marche. Et puis, en 2020, le coup de génie, il se positionne comme le rappeur officiel de MAGA. Il sort son premier titre qui s'appelle All Eyes on MAGA. Donc pas All Eyes on Me. Hein. Vous connaissez ce fameux titre de, j'ai oublié le nom Thomas, de Tupac, hein, Tupac assassiné à Vegas. Et puis, depuis 2020, parce que oui, forcément, c'est une manne financière, le maire de Magaville a sorti une 20aine de chansons. Parmi les titres, je vous avais noté le Magadonia 47, donc Magadonia 47, Classified Documents, donc les documents classifiés, Goat 47, donc le plus grand président depuis 45, des chansons contre Target, qui est une chaîne de supermarchés ici, qu'il a accusé plus ou moins de préparer les jeunes générations à devenir des homosexuels et des pédophiles. Et finalement, donc, Trump save the USA. Donc voilà, c'était le moment MAGA. Je suis désolé de vous avoir sorti ça sans vous prévenir. Je vous promets, on ne le fera plus, du moins jusqu'au prochain MAGA. Avant de se lancer dans le dossier du jour qui est chaos au Congrès. Et aujourd'hui, chaos au chaos. Hein, C-H-A-O-S-O-K-O-K-O. Voilà. D'abord, je vais remercier les 2 ou 3 autres personnes avant de laisser la parole d'abord à Cody pour sa rubrique Sous le radar. Je voudrais remercier Maxime. Salut Maxime, merci beaucoup de ta contribution. Maxime est aussi un habitué de la chute. Merci Maxime. Pascal qui nous dit merci à vous pour ce que vous faites. C'est sympa, c'est apprécié. Sarah qui nous dit merci pour votre boulot les gars et merci d'être là. Merci à vous d'être là parce que ce boulot est bon, oui on le fait, mais si personne n'était là pour l'occuper, pour l'écouter, ça serait un petit peu dommage. Et merci Gianni aussi pour votre contribution. Donc je vais vous laisser avec Cody sur sa rubrique Sous le radar consacrée au passage de Kamala Harris à Las Vegas la semaine prochaine, la semaine dernière. Il va nous raconter tout ça sous sa perspective de membre de la génération Z, la Generation Z. Et puis je vous retrouve après pour le dossier de la chute consacré au chaos au Congrès et l'élection de speaker qui aura lieu demain. A tout de suite. Rebonjour, rebonsoir. Merci Thomas pour ce nouveau générique, il est vraiment super, merci beaucoup. Et comme Michel vient de le dire, oui, changement de speaker, William a été voté, il a perdu sa chaise. Donc commençons avec Sous le radar, je suis vraiment content de vous retrouver pour un peu plus que juste de vous parler. Donc, comme vous le savez, jeudi dernier, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, est venue à Las Vegas. Elle vient dans le cadre du Fight for Our Freedoms College Tour, donc la tournée universitaire du combat pour nos droits. Pendant cette tournée, elle passe, je crois qu'elle a déjà fait 7 universités où elle vient parler la Gen Z, surtout dans des endroits avec des universités et des campus d'origine étrangère.
Elle a choisi CSN, qui est une autre université ici à Vegas. Moi, je vais à UNLV, donc ce n'est pas la mienne. Mais c'est un campus très divers qui a beaucoup de latinos et asiatiques. Donc cela, c'est une des raisons pour laquelle elle a choisi ce campus. Elle a commencé sur le site de la Maison-Blanche avec un message très clair. Désolé, j'ai lu la citation. Cette citation, c'est « Mon message est très clair. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. Et vous êtes tout. » Donc, la Gen Z, c'est ma génération. C'est celle qui, dans son avis, va vraiment basculer cette élection. Elle nous dit d'aller voter parce qu'elle pense que le futur et le présent de notre pays est sur nos épaules. Et donc, elle vient nous parler, et dans cette conversation ici à Vegas, comme vous pouvez le voir sur l'image, elle vient nous parler de tous les thèmes qui sont au cœur du Parti démocrate. Elle parle des armes, des avortements, la cause LGBT, et surtout, elle a eu une longue conversation autour de l'université. On en a parlé lors des Space, mais c'est une génération qui se retrouve endettée avec des dizaines de milliers de dollars et sans réponse. Et donc, la campagne Biden fait beaucoup pour travailler, pour voir comment on peut enlever ces dettes et comment cette prochaine génération peut commencer leur vie avec du travail et un futur et non 50 000 dollars de dettes. Et quand on revient sur ces thèmes, on voit que Kamala est cette partie du camp démocrate qui vient parler avec les jeunes pour faire la différence avec Biden, qui a, je crois qu'il a 80 ans ou quelque chose. On voit qu'il est âgé, mais Kamala vient avec une énergie et une autre approche qui résonne chez ma génération, et les gens, ils aiment ça. Warm welcome to the Vice President Kamala Harris. Kamala est très claire. Sans cette génération, l'élection ne pourra pas être gagnée. Elle pense que c'est essentiel que nous allons voter, que nous soyons inscrits pour voter, principalement, pour aller voter et pour mener la lutte contre le mouvement MAGA. Et c'est bien pour ça que c'est son 6e voyage au Nevada, parce que nous sommes un swing state. Comme on a vu en 2020, ça se décide avec des pourcentages d'un pourcentage. Vraiment, ça peut être 10 000 voix qui décident si l'État devient bleu ou rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle un État mauve, parce qu'on ne sait pas s'il va être démocrate ou républicain. L'élection, le Nevada a voté pour Biden, mais pour le gouverneur, il a voté pour Lombardo, qui est un candidat républicain. Donc c'est vraiment 50-50. Quand on voit le succès qu'elle a, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est vraiment un phénomène qu'on appelle les grassroots ici, où elle vient connecter avec les bases. Ce n'est pas des gens qui vont donner des milliers de dollars, mais c'est des gens qui vont aller sur les rues manifester. C'est des gens qui vont aller taper à des portes pour demander à ce qu'on vote pour Biden. C'est des gens qui vont vraiment mener la charge en 2024 pour cette élection. Je crois que elle a prévu de faire encore 11 États, et le Nevada, c'est le premier État sur la côte ouest, donc on a un peu ce privilège d'être le premier pilier au ouest, et il pousse vraiment à ce que tout le monde prenne leur voix et qui parle. C'est pas juste de venir interagir, d'écouter Kamala, mais venir d'avoir une conversation. Et je crois que, je ne sais pas si Thomas a déjà montré la photo, mais il y en a qui viennent sur scène et qui parlent. Et c'est ça ce qui est important, je crois, pour ma génération, c'est que nous avons le sentiment que nous sommes des adultes sans l'être, que personne nous écoute et personne n'a envie qu'on décide ce qui se passe dans notre pays. Et donc je crois que cette approche de Kamala de venir de parler dans ces universités où normalement ces gens n'ont pas de voix et qu'ils ont l'opportunité de parler avec la deuxième personne la plus puissante aux États-Unis
et d'une certaine manière du monde, c'est vraiment une manière de gagner les cœurs et surtout les voix des Américains. Attends. Désolé, je pensais qu'il y avait une transition, je m'excuse. Là, je vois que François vient de passer par le Super Chat et je crois que j'en ai raté encore un. Thomas, si tu peux me... Oui. Et il y a Luna ou Alina, je ne sais pas ce que vous préférez, qui est passé par le Super Chat. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Merci à tous qui sont passés aussi et qui nous ont laissé un pouce. Merci beaucoup de votre attention. C'était Sous le radar et je vous repasse William et on se retrouve plus tard. Ben voilà, et on a fait la transition, hop, 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 comme ça. Me revoilà. Au-delà de la rubrique de Cody, on va évidemment reparler à mesure que la campagne avance. On va reparler de Kamala Harris qui va avoir un rôle important. Cody vous l'a dit, pour donner ce sentiment, se rajeunir un petit peu la campagne de Biden avec un rôle établi de Biden qui est, on le voit en ce moment avec la crise internationale, qui est au-dessus de la mêlée, qui est responsable du discours sur la reprise économique, même si elle n'est pas perçue pour l'instant comme ça par les électeurs américains. Et puis elle qui est présente sur les questions liées à la jeunesse, mais aussi le droit à l'avortement et tout le reste. Donc elle va être utilisée dans ce sens-là. Et je pensais que c'était important de vous montrer cet aspect parce que je sais qu'il y a un contraste très très fort lorsque aujourd'hui on regarde les médias français. J'ai encore vu passer une vidéo il y a 2 ou 3 jours qui m'a affligé dans ce sens-là. On a l'impression qu'elle n'existe pas. Et il y a un autre impact de la visite, par exemple, de Kamala Harris, cette tournée des universités dont Cody vous a parlé, c'est que c'est des tournées qui sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux, mais aussi par la presse locale. Il ne faut pas croire que les informations aux États-Unis, c'est uniquement Washington Post ou le New York Times ou CNN. Donc, lorsque Kamala vient dans une ville, Vegas était le bon exemple, on parle d'elle la veille de son arrivée. Son arrivée est suivie à partir de l'aéroport. On la suit toute la journée. Il faut savoir qu'après ce meeting à CSN, elle est partie à la rencontre des syndicats, des travailleurs de services dans tous les casinos de Vegas qui sont à 2 doigts de se mettre en grève. Donc elle est allée apporter son soutien. Et puis après, pendant encore 1 ou 2 jours, on parle d'elle. Donc il y a un vrai impact sur le terrain et c'est ce que recherche la campagne Biden. Donc on reparlera de Kamala. Donc voilà, merci pour vos commentaires pour Cody. Je sais que ça lui fait extrêmement plaisir et que voilà, il reviendra rapidement et de manière régulière avec sa rubrique Sous le radar, qui nous permettra de vous apporter cet éclairage à la première personne d'un représentant de cette génération qui va voter pour son avenir dans 1 an. Voilà, on se lance tout de suite dans le dossier du jour, chaos au Congrès, Thomas, transition, et c'est parti. Donc, vous le savez tous, vous suivez ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a fait des spaces sur le sujet, on refera des spaces peut-être d'ailleurs dès demain pour un petit peu commenter les résultats. C'est un cirque sans nom, un chaos complet au niveau de la Chambre des représentants, qui est quand même un des rouages
essentielle du gouvernement américain, du fonctionnement du pays, où il y a maintenant une dizaine de jours, Matt Gaetz, un pro-MAGA, a fait chuter Kevin McCarthy, qui était donc le speaker est la troisième personne dans l'ordre de responsabilité du pouvoir américain, président, vice-président ou vice-présidente, et maintenant le speaker de la Chambre des représentants. Donc le Congrès, souvent on oublie, c'est deux entités aux États-Unis. D'un côté, vous avez la Chambre des représentants, et puis après, vous avez le Sénat. Au Sénat, il y a désormais une majorité démocrate. À la Chambre des représentants, une majorité républicaine, mais uniquement de 5 voix. Et pendant les 9 mois de la présidence de McCarthy, McCarthy a subi une pression extrêmement forte de sa droite, ce fameux Freedom Caucus, dont est originaire Matt Gaetz, dont est originaire Jim Jordan, qui aujourd'hui essaie de le remplacer, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene, donc les élus MAGA de la Chambre des représentants, qui ont permis, dans des conditions assez particulières et humiliantes, à McCarthy de devenir président au bout de 15 tours. Donc il y a eu 15 tours où, entre chaque tour d'élection où il perdait, il était obligé de faire des concessions à son aile droite et quelque part de devenir otage. Hier, justement, en préparant l'émission, ce terme d'otage a été utilisé plusieurs fois par les modérés du Parti républicain, ceux qui ont soutenu McCarthy, ceux qui ont soutenu la candidature de Steve Scalise, on va aussi en parler, et qui expliquaient qu'on arrive dans une situation complètement folle où ce sont les preneurs d'otages, donc les MAGA du Parti républicain, qui ont désormais tout le pouvoir, même s'ils sont une minorité, et que décision après décision, ils sont récompensés. D'accord ? Il faut bien comprendre que aujourd'hui, la situation du Parti républicain avec sa majorité de 5 voix est tellement compliquée, tellement fragile que un groupe qui fait bloc, comme les MAGA font bloc, décide en gros d'un président du futur speaker de la Chambre des représentants. D'autant plus que une des concessions qui avait été obtenue et donc donnée contre sa volonté par McCarthy et qui a été utilisée finalement contre lui, c'est le fait qu'un seul élu peut déposer à n'importe quel moment une motion de censure qui, si elle passe, entraîne la démission immédiate du speaker. Et donc McCarthy a été puni par cette concession qu'il a fait, et il ne faut pas être grand clair pour comprendre que c'était le plan tout le long, que si cette loi, si cette disposition a été votée, a été imposée, c'était pour l'utiliser à un moment. Et ce moment, donc, c'était il y a une dizaine de jours. Donc, entre-temps, il y a eu un certain nombre de votes à huis clos, dont quelques-uns à bulletin secret au sein du groupe républicain pour choisir son candidat. Le candidat choisi a été Steve Scalise, ce qui a été un premier échec pour Trump, parce que Trump, lui, avait décidé d'apporter son soutien à Jim Jordan. Donc Jim Jordan est un élu de la Chambre depuis 16 ans, qui est devenu un des porte-parole les plus fidèles de Trump. Il a fait campagne à ses côtés, et en 2020, lors de la crise électorale créée par Trump pour rester en place, Jim Jordan a été son allié principal à la Chambre des représentants, remettant en question les résultats électoraux. Il y a eu, je vais vous parler du Nevada où on habite, par exemple, il y a eu au Nevada des plaintes pour remettre en question
les résultats des élections au Nevada, où Biden avait gagné. Cody vous expliquait que c'était un swing state. Et donc, pour remettre en question avec des fausses histoires de faux grands électeurs, etc., etc. Et le premier signataire de ces plaintes, c'est Jim Jordan, d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre qu'il a joué un rôle extrêmement important. Il a mis la pression sur Michael Pence, qui à l'époque est le vice-président, pour que Michael Pence décide d'aller contre la Constitution américaine et refuse de valider l'élection de Biden au profit de Trump. Donc il a joué ce rôle extrêmement actif. Et depuis que les républicains sont arrivés en 2022 à la majorité de la Chambre des représentants, c'est lui qui mène cette fameuse chasse aux sorcières, à la fois contre Biden et contre son fils Hunter Biden, en essayant de prouver sans grand succès des liens entre des affaires de corruption et entre autres tout ça lié à l'Ukraine. C'est une stratégie utilisée par Trump depuis 2018. Donc il faut comprendre que cette fameuse enquête a débuté alors que Trump avait tous les pouvoirs, hein. Il était président, ça n'a rien donné, mais ça continue aujourd'hui parce que c'est une manière d'essayer de mettre sur un pied d'égalité en disant voilà, ouais, moi j'ai mes affaires, mais Biden aussi, et c'est encore pire. On le voit très souvent sur les réseaux sociaux. Dans la réalité, vous avez 4 inculpations, 91 chefs d'accusation, des témoignages, des preuves qui sont incontestables, et de l'autre, vous avez rien, vous avez simplement cette machine à créer des rumeurs, à les présenter, et Jordan est cette vitrine qui donne une espèce de légalité aux rumeurs. Hein. Imaginez la même chose en France, où vous auriez au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, d'accord ? Si Jordan est élu, on va y venir. Donc, président de l'Assemblée nationale qui, en même temps, soit le premier promoteur de fake news sur le président ou sur un candidat opposé du président, et qu'il utilise cette vitrine-là, son poids dans l'institution, pour donner crédit à ce qui sont simplement plus que des rumeurs, parce que la plupart du temps, ce sont des mensonges fabriqués. Donc Jordan, c'est ça. Jordan, la semaine dernière, a le soutien immédiat de Trump. Trump explique que c'est son candidat. Pourtant, le Parti républicain choisit Scalise. Donc, première étape, il devient le candidat du Parti républicain. Il va pouvoir aller se présenter à la Chambre des représentants pour obtenir son poste de speaker. Et là, on lui fait comprendre, de manière polie d'abord, mais après de manière complètement ouverte, que malgré l'accord qu'il y avait au sein du Parti républicain de choisir un candidat et de voter pour lui, finalement les MAGA revenaient sur leurs paroles, une fois de plus, et refuseraient de voter pour lui. Et en 30 heures, en gros, une journée et demie, Scalise a compris qu'il ne serait jamais président de la Chambre des représentants, que le but c'était de l'humilier publiquement comme on avait fait avec McCarthy, c'est-à-dire de se présenter et de perdre, de se représenter et de perdre, de céder à droite, à gauche, etc. pour jamais réussir. Un des exemples de la manière dont Jim Jordan, pour vous compreniez le grand démocrate dans le sens démocratie, comment Jim Jordan a soutenu. C'est la tradition, lorsqu'on perd, on soutient le candidat qui a gagné. Et donc, il avait proposé à Scalise de présenter sa candidature à la Chambre des représentants, donc de faire ce discours en disant voilà, notre candidat sera Steve Scalise et j'appelle tous les républicains à voter contre lui, voter pour lui, le lapsus est révélateur, à voter pour lui. Mais le deal, Jordan avait dit ok, je fais ça, mais si jamais tu gagnes pas au premier tour, quand on te présente une prochaine fois pour le deuxième tour, tu dis que tu retires ta candidature et qu'à la place, tu me nommes moi. Donc le but était d'avoir Jordan, et c'est ce qui s'est passé vendredi, lorsqu'après 30 heures de chantage et de menaces, Steve Scalise a jeté l'éponge, malgré le fait que c'était le candidat choisi. D'accord ? Et il a expliqué qu'il ne se représenterait pas. Donc,
Jordan est resté en coulisses. Il y a eu en dernière minute un candidat qui a voulu marquer son désaccord qui s'est présenté. Et donc, Jordan a obtenu 155 voix. Il en a besoin de 217. 155 voix sur le Parti républicain. Et demain, doit se présenter comme candidat de la Chambre des représentants face à des démocrates qui, eux, sont en ordre de bataille. Ils vont voter pour leur candidat, qui est Jeffries, qui est le candidat, qui est le leader de la minorité démocrate. C'est un petit peu des concepts un petit peu difficiles à expliquer. J'espère que vous arrivez tous et toutes à me suivre. Et donc, tout le week-end, on s'est dit, le chaos va continuer. C'est impossible. Il a besoin de 217 voix. Il y a 155 républicains qui ont voté pour lui. C'est impossible que Jim Jordan gagne demain. Ça, c'était samedi. Et puis, il y a eu, sous les méthodes habituelles créées par Trump, une véritable campagne. Et aujourd'hui, je pense que demain, Jim Jordan va devenir le 56e speaker de la Chambre des représentants. Je vous explique tout ça tout de suite après. Le rôle de speaker à la Chambre des représentants est d'autant plus important que tant qu'il n'y a pas de président de la Chambre des représentants, rien n'est voté à la Chambre des représentants, d'accord? Donc on sait que dans une trentaine de jours, la question du shutdown va être reposée, hein, qu'il y a eu un vote d'un pacte, d'un plan qui est juste intermédiaire, qui est le CR45. Donc on sait que la question du shutdown va revenir, qu'il y a l'aide en Ukraine, l'aide à Taïwan et maintenant aussi l'aide en Israël. Donc tout ça est en attente, en attendant que le président que le nouveau speaker de la Chambre des représentants soit élu. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, on s'attendait que demain, vu l'opposition marquée de ce qu'on appelle les modérés du parti républicain, Jim Jordan allait perdre. D'accord ? Je vais vous parler 30 secondes de ces modérés du parti républicain. C'est une définition au sens large, ça veut dire qu'ils ne sont pas MAGA et ils ne sont pas ultra-conservateurs comme l'était Steve Scalise. Ce ne sont pas des gauchistes non plus, soyons clairs, mais il y a une douzaine d'entre eux. Donc, encore une fois, gardez ce chiffre en tête, il n'a pas le luxe de perdre plus que 5 voix, d'accord, 5 élus. Et donc, il y a une douzaine qui ont gagné dans des circonscriptions où Biden, président, a gagné. Donc, des circonscriptions qui sont plus modérées, où il y a plus d'électeurs indépendants, où, en gros, un élu républicain doit aussi séduire à sa gauche. En 2024, ces 12 élus dans des circonscriptions qui sont plutôt démocrates, ces 12 élus républicains, vont se représenter. Et pour eux, de venir soutenir Jim Jordan, le candidat insurrectionniste, Jim Jordan que Liz Cheney a présenté comme étant un risque pour la Constitution, Jim Jordan, le candidat de Donald Trump, ça veut dire que en 2024, ils vont certainement perdre leur poste parce que leur électorat ne leur pardonnera pas cette compromission avec l'extrême-droite américaine. Et c'est pour ça que pendant le week-end, on pensait que Jim Jordan
n'allait pas être élu. Et puis, il y a eu le lancement de cette opération de propagande orchestrée par Trump et ses supporters pour empêcher ces républicains d'éviter de ne pas être là le jour du vote, parce que l'abstention permettrait aussi aux démocrates de gagner, ou de voter directement contre Jim Jordan. Et donc là, il y a eu cette opération de menace contre ces élus. Elle a été orchestrée principalement sur les réseaux sociaux par différentes personnes. Je vais vous parler de Amy Cramy, qu'on va voir tout de suite, qui a utilisé son compte Twitter pour partager avec ses ces dizaines de milliers de followers, partager les téléphones, les noms et les adresses des députés qui pourraient ne pas voter, donc pourraient faire perdre Jim Jordan. Amy Kramer, on voit ici un des appels à faire pression sur un de ses élus. Elle n'est pas une inconnue. Amy Kramer, c'est une des organisatrices de ce fameux meeting auquel Trump a participé le 6 janvier 2021. Vous savez, celui-là où il appelle la foule à marcher sur le Capitole. C'est elle qui est une des organisatrices de ce meeting du 6 janvier 2021. Elle est aujourd'hui présidente du groupe Les Femmes pour Trump. Et donc, elle a mené cette campagne. Elle n'a pas été le seul en disant à la base de Trump, OK, ces gens-là, ce sont des traîtres. Ils s'apprêtent à trahir le Parti républicain. Passez votre journée au téléphone, appelez leur bureau, saturez leur ligne téléphonique et menacez-les. Le mot menacez-les n'est pas là, mais c'est l'idée en disant voilà, la base Trump va vous faire payer si vous trahissez et vous n'autorisez pas et vous ne permettez pas l'élection de Jim Jordan. En 2022, Trump avait fait exactement la même chose lors des primaires républicaines pour permettre la victoire de ses candidats. Une pression considérable sur la branche modérée du Parti républicain, en livrant les noms et les identités, et des fois plus loin des photos de famille, etc., en pâture à sa base, en disant voilà, ces gens-là sont opposés à ma politique. Ces gens-là ne considèrent pas que l'élection a été volée en 2020. Ces gens-là ont voté pour mon impeachment. Aujourd'hui, c'est à votre tour de vous venger et de les faire payer. Cette stratégie de la vengeance est au cœur de l'élection Trump. Et donc, tout le week-end, que ça soit par tweet, que ça soit sur Truth Social, que ça soit sur les autres plateformes, que ça soit par email, les pro-Trump ont livré les noms de ces électeurs et ont demandé à leur base d'intervenir pour faire passer le message qu'ils ne pardonneraient pas s'ils ne votaient pas pour Jim Jordan. Et depuis ce matin, on a assisté à un retournement de veste collectif. Face à la peur, face à la menace de sa base, un par un, les soutiens de Scalise ou les soutiens de McCarthy ou ces fameux républicains modérés qui vont jouer leur place en 2024 sont en train de se ranger derrière Jim Jordan. Ce qui va permettre, vraisemblablement, je ne lis pas dans le mar de café ni dans une boule de cristal, ce qui va permettre vraisemblablement demain à Jim Jordan d'être élu 56e speaker de la Chambre des représentants. Donc une victoire pour Trump. Mais retournons en 2022. La victoire de Trump. La victoire de Trump a été d'imposer par la menace ses candidats lors des investitures républicaines.
Mais lorsqu'il y a eu l'élection générale, c'est-à-dire lorsque tous les électeurs ont pu venir voter au moment des midterms, des élections de mi-mandat, ces candidats extrémistes, ces candidats qui avaient cédé à la menace de Trump, ont tous, quasiment tous, ont été balayés par les électeurs. Et donc, cette victoire de Trump demain, vraisemblablement, demain, aura le même effet en 2024. Elle aura le même effet en 2024 lorsque les électeurs viendront rejeter ces candidats extrémistes. Parce que quand je vous parle de candidats extrémistes, ce qui va se passer avec un Jim Jordan à la tête de la Chambre des représentants, c'est que la pression pour un impeachment de Joe Biden, basé encore une fois sur rien, va augmenter. Donc il va y avoir cette volonté de payer Biden en vue de calculs stratégiques électoralistes pour 2024. Il va y avoir aussi le refus d'envoyer de l'argent en Ukraine. Donc un clash encore une fois avec la Maison-Blanche. On va voir quels vont être les mécanismes utilisés pour essayer de contourner ça. Et puis, Trump a déjà demandé à ses troupes, à ses élus MAGA, dont Jim Jordan, de refuser de financer le gouvernement américain, de créer un shutdown. La stratégie de Trump, encore une fois, c'est que la multiplication de ces crises lui sert. Que les États-Unis ont besoin d'être en crise, au pluriel, pour lui être élu. C'est une stratégie populiste. On le voit en France avec les partis populistes et entre autres l'extrême droite avec les partis Le Pen. C'est que plus la France est en crise, soit crise économique, crise politique, plus ces partis-là fleurissent. C'est la même stratégie de Trump. Donc, lorsque dans 30 jours, le nouveau budget américain, du gouvernement américain, va être discuté, va être voté, Jim Jordan va s'opposer à ce budget-là. D'accord? C'est certain. Ça veut dire aussi que tout l'agenda America First, tout l'agenda de cette espèce d'isolationnisme américain va devenir une priorité. Et que pendant un an, on va avoir cette situation extrêmement compliquée où un leader de l'extrême droite qui a remis en cause les élections de 2020 va être la troisième personne la plus importante du pouvoir aux États-Unis. Ne nous le cachons pas, si demain Jim Jordan est élu, que ce soit au bout de 1 tour, 2 tours, 3 tours ou 10 tours, si Jim Jordan est élu, et aujourd'hui, je pense qu'il est en position de l'être, peut-être que demain nous réservera une autre surprise. Alors je sais qu'on me parle souvent de candidats modérés s'associant avec les démocrates. C'est une possibilité mathématique, mais c'est une probabilité extrêmement faible. Parce que ces républicains qui s'associeraient avec des démocrates seraient aujourd'hui pointés du doigt comme étant des traîtres absolus à la cause. Donc il déclencherait une colère sans précédent de la base républicaine, de la base de Trump contre eux. La colère qui va évidemment de menaces sur Internet, de menaces téléphoniques, mais on l'a vu parfois, il y a des élus républicains qui ont abandonné leur carrière politique parce qu'ils n'en pouvaient plus que eux et leurs familles soient menacés, suivis par des élus républicains. Donc ils se soumettraient à cette pression-là. Et si ils décidaient d'aller au-delà de cette pression en disant « Ok, on va voter pour un démocrate », ça deviendrait de toute façon ça deviendrait ingouvernable parce que la règle votée par Matt Gaetz utilisée par Matt Gaetz d'un élu est toujours en place, d'un élu pour faire voter la confiance. Et dans tous les cas, les démocrates seraient obligés de limiter ce qu'ils demanderaient parce qu'ils n'auraient pas de majorité, pour eux. Donc aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'au bout de quelques tours,
Jim Jordan devienne le 56e Speaker de la Chambre des représentants. Et donc, ne nous le cachons pas, on est 2 ans, bientôt 3, après le 6 janvier 2021, les insurrectionnistes qui envahissent le Capitole. Demain, ces gens-là, par proxy, vont sûrement gagner. Avant de prendre vos questions et de voir demain, donc très certainement demain d'une manière ou d'une autre, on fera un space qu'on essaiera, je crois Thomas, d'avoir sur YouTube pour un petit peu commenter cette journée cruciale pour la démocratie américaine qui est en crise, qu'on le veuille ou pas, parce que si demain il n'y a pas de président, il n'y a pas de speakers à la Chambre des représentants, c'est une crise. Si demain Jim Jordan est élu à la Chambre des représentants, c'est une crise. Si demain un démocrate est élu à la Chambre des représentants, c'est une crise aussi. Donc on fera vraisemblablement un space que vous pourrez suivre sur Twitter si vous le voulez, mais on essaiera de le faire sur YouTube pour que vous puissiez aussi venir, aussi poser vos questions et puis pour pouvoir le consulter si vous n'arrivez pas à être là en direct. C'est un des gros soucis des spaces sur X, c'est que pour les retrouver après, c'est extrêmement compliqué. Donc avant de prendre quelques-unes de vos questions, comme je veux que ça soit l'usage à chaque fois, c'est important que la chute soit une émission interactive, c'est votre émission, c'est l'émission de la communauté. Je voudrais remercier ceux qui sont passés pendant que j'étais en train de parler par la case super chat. Merci Kurt pour ta contribution. C'est pas la première en plus. Merci Louise pour ton super sticker. Merci Nathalie fidèle parmi les fidèles qui nous dit vous êtes d'utilité publique. La Raymond fait faire attention parce qu'on va finir par y croire. Hein. On va finir par croire qu'on est d'utilité publique. Merci Nathalie en tout cas. David de Dieu qui en plus David est sur Patreon si je me rappelle bien, c'est un des nouveaux membres de la communauté sur Patreon, donc merci David pour ta contribution qui nous dit en tant que collectionneur de musique Springsteen que ça nous permettra sa donation d'acheter cette merveilleuse version de Born in the USA. Il fait référence à notre moment MAGA que nous avons passé un petit peu plus tôt. Et d'ailleurs, tant que David est là, je veux remercier encore une fois, je sais que je l'ai fait en émission, ceux qui sont aussi sur la page Patreon, parce que c'est grâce à vous tous, mais grâce à ceux qui en plus font l'effort de venir sur Patreon, que tout ça est possible. Merci Joanne aussi. Alors Joanne, c'est une habituée depuis le début. Elle est là depuis le début. Merci Joanne. Vous savez, c'est amusant. On commence à connaître toutes ces personnes-là qui disent merci pour votre méga travail. William, Thomas et Cody. Ouais, Cody, vous le voyez. William, vous le voyez. Thomas, il n'est pas là, mais on ne le voit pas. Mais je peux vous dire que c'est l'homme de l'ombre. Il bosse, mais il bosse dur. Et puis, merci François. Suite à tout ce chaos, les États-Unis sont vulnérables face à des États agressifs. C'est une question. On va commencer par là. On va prendre cette question-là. Oui, vulnérables face à des États agressifs. C'est clair qu'on l'a vu en 2020 lorsqu'il y a eu cette période qui aurait dû être la période de transition de novembre de novembre 2020 à janvier 2021, que cette crise a mis les États-Unis dans une situation vulnérable où les pays, qu'ils soient alliés ou pas, les pays comme la Chine, se sont interrogés sur les intentions des États-Unis. Est-ce que Trump allait utiliser l'arme nucléaire ou pas? Et qu'il a fallu l'intervention de militaires comme le General Milley qui a rappelé qu'il n'avait pas prêté serment à Trump mais prêté serment à la Constitution des États-Unis pour rassurer tout ce monde-là. C'est clair que ces divisions de l'intérieur affaiblissent les États-Unis à l'extérieur et qu'elles soient volontaires ou pas, il y a une véritable question à se poser sur la motivation de ces divisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un État ennemi des États-Unis, si vous êtes la Russie par exemple, votre intérêt,
c'est que des candidats comme Trump et d'autres, vous pouvez appliquer le même modèle en France, le même modèle au Québec, viennent diviser le pays comme jamais, que ce soit au niveau des institutions, on le voit à la Chambre des représentants, que ce soit au niveau du pays, on le voit tous les jours, parce que les États-Unis qui doivent gérer ces divisions-là deviennent un pays incontrôlable, et donc ça devient extrêmement difficile d'être un pays puissant à l'extérieur. C'est un autre thème, c'est un thème fascinant, on en reparlera certainement une dernière fois. Merci François pour ta question. Vincent qui demande, qui dit « Merci pour vos éclairages sur la politique américaine, toujours très instructif. » Ouais, c'est mon côté professeur. Non, vraiment, l'idée au départ de la chute, c'était vraiment de partager, mon savoir, mes analyses, mon expérience, parce que sinon, à quoi ça sert de savoir tout ça si c'est pour le garder. Donc, je suis très heureux que vous soyez au rendez-vous, parce que c'était vraiment le but. Frédéric, merci Frédéric aussi, qui est un schtroumpf, c'est ça? Merci Frédéric pour ton passage sur le chat. Marie qui dit question, les propos d'amis sont-ils condamnables par la loi? Ce sont quand même des menaces. Ben non, justement, c'est un petit peu aussi c'est un des points qui a été évoqué ce matin dans l'audience que j'ai suivie du juge Chutkan, qui a parlé par exemple des nombreux messages de menaces, et entre autres parlant du message de Trump qui expliquait que le General Milley méritait la peine de mort. Et donc l'excuse des avocats de Trump à chaque fois, et ça se prête là pour le message de Amy Kramer, c'est à chaque fois dire non, mais ça c'est une question d'interprétation. En fait, Trump, quand il parle il méritait la peine de mort, c'est de manière théorique, ça ne veut pas dire qu'il souhaite. Et donc la juge a rappelé ce fameux risque en disant non, c'est une stratégie utilisée par Trump et par ses alliés pour en fait créer ce climat. Et un jour, il y a des exemples, ça a déjà été le cas, certains supporters de Trump vont prendre ces menaces pour de la réalité. Donc, pour revenir sur la question par rapport à Amy Kramer, elle joue sur cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas directement de menacer, mais elle sait très bien qu'en partageant à des millions de personnes, parce que ces messages sont retweetés à l'infini, en partageant l'identité d'élus qui ne vont pas voter pour Jordan, en communiquant leur numéro de téléphone, en communiquant leur secrétariat, en communiquant leur adresse, et en les traitant de traîtres, parce que le plus fou dans un de ses derniers messages, c'est qu'elle utilise ce mot de traître, et un traître, c'est quelque chose que Trump a dit le 6 janvier 2021, par exemple, qu'un traître aux États-Unis méritait la peine de mort. Donc on ne dit pas il faut aller les menacer, il faut aller les tuer, il faut aller les poursuivre chez eux, il faut se retourner contre la famille. Mais on utilise tous ces mots-clés qui vont créer ce résultat-là. Donc pas de poursuite parce qu'on est sur cette ambiguïté, encore une fois. On profite d'une faille, c'est le thème de Trump, on profite encore une fois d'une faille sémantique, cette fois-ci, pour inciter à la violence. Alors, on prend une dernière question. Est-ce que la nomination, donc ça c'est Céline qui nous dit, est-ce que la nomination du speaker fait partie des pièces de l'échiquier du programme mortifère de Trump 2025? Donc c'est une référence, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la dernière émission que nous avons réalisée sur le véritable programme de Trump qui amènerait à une dictature présidentielle s'il était élu, donc à partir de 2025. De toute façon, si Trump est élu et décide de faire, comme je vous l'expliquais, ce programme de tout pouvoir au président en utilisant uniquement des executive orders et en ayant un ministre de la Justice qui valide tout ça, l'idée c'est de passer outre la Chambre des représentants. Donc évidemment, soit il aura un allié à lui et il travaillera avec lui parce que du coup, ce président de la Chambre des représentants validera ses choix, ou soit il n'en aura pas et ce ne sera pas un allié et il continuera à passer de manière au-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc Thomas me dit qu'il y a encore, je ne sais pas si c'est une question, je découvre avec vous,
Oui, mais mets-moi un fond bleu, c'est plus facile à lire. Jim Jordan, oh là. Jim Jordan n'a pas lui aussi des démêlés avec la justice qui risquent de le gêner à terme. Jim Jordan, il a eu des démêlés par le passé. Il était un assistant coach de l'université OU, si je me rappelle bien, université dans son état d'origine. Il travaillait comme assistant coach dans l'équipe de lutte gréco-romaine, et il y a eu un énorme scandale d'abus sexuels et de pédophilie, et il y a plusieurs témoignages qui impliquent que Jim Jordan a été un des personnages clés pour étouffer ce scandale-là, pour empêcher que les témoignages d'enfants, de jeunes étudiants victimes de crimes sexuels voient le jour. Au-delà de ça, il y a eu également, mais les élections de 2022 l'ont sauvé par le gong. Il a refusé de venir témoigner devant le comité d'enquête du 6 janvier. Il était poursuivi par ça. Je pense que l'affaire s'est arrêtée là. Jim Jordan n'est pas un grand démocrate. Comme je l'ai tweeté plusieurs fois, en 16 ans d'élection, Jim Jordan en 16 ans de présence à la Chambre de représentants, Jim Jordan n'a pas fait passer une loi. Il est là pour sa carrière et sa propre publicité. C'est un très bon battleur. C'est une icône du camp MAGA, comme les Marjorie Taylor Greene, et il fait sa carrière là-dessus. Dernier message, cette fois-ci de Valérie, via Super Chat. Merci beaucoup Valérie, qui dit: bonjour, avez-vous l'intention d'avoir une audience large aux États-Unis, car vos travaux montrent que les manipulations de Trump risquent de mettre en danger la première démocratie mondiale. À un moment, on avait parlé de l'idée de peut-être sortir une version anglophone de la chute, mais je ne sais pas aujourd'hui comment c'est réalisable. On a tellement de choses à faire pour vous, communauté française, communauté francophone, excusez-moi, que vous soyez en Afrique, en Amérique latine. On a aussi, j'ai vu ça tout à l'heure sur la page Patreon, quelqu'un de Thaïlande, un Français de Thaïlande qui vient. Donc il y a déjà tellement de choses à en faire avec vous. Il y en a tellement, on vous l'a dit, lorsque la chute est revenue, on a une énorme ambition de devenir ce premier rendez-vous francophone sur l'élection présidentielle de 2024 et tous les problèmes judiciaires de Trump, que ça va être difficile pour nous de se lancer sur le marché américain. À un moment, on y a pensé, mais bon, il y a d'autres sources d'informations qui le font bien, voire mieux, hein, soyons clairs, on n'est pas les meilleurs sur le marché. Et donc voilà, on va continuer à nous concentrer sur la communauté de la chute, donc une communauté qui encore une fois rendez-vous. Ça continue, je suis désolé, je peux pas rendre l'antenne, je voudrais rendre l'antenne, c'est pas possible. Merci Elvien qui nous dit: bravo, je vous suis depuis le début de la chute, bravo à toute l'équipe. Merci, ça aussi c'est un des aspects super importants pour nous, c'est de voir qu'effectivement, que ça soit sur YouTube, abonnez-vous, c'est pas encore le cas, sur YouTube, sur Patreon, sur Blue Sky maintenant, où on a déjà, entre la chute et mon compte, on a 5000 personnes, il y a 1 million de personnes dans le monde, il y a 1 million de personnes sur Blue Sky, il y en a déjà 5000, je pense qu'on est à peu près le compte le plus important de la communauté francophone, donc de vous voir sur Blue Sky, c'est super important. D'ailleurs, quand j'aurai terminé, Cody va revenir et vous expliquer comment nous rejoindre sur Blue Sky. On a des codes à vous offrir, hein. Pour l'instant, c'est la seule manière de nous rejoindre là-bas. Je sais que vous avez été de nombreux bénéficiaires, Cody va le faire. Donc, que ça soit sur Patreon, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Blue Sky, que ça soit sur X, ou même que ça soit sur Threads, le nouveau réseau de Meta, qui, à mon avis, ne répondra pas aux demandes par rapport à la presse. Ils ne sont pas intéressés par mettre en avant les informations. Il y a déjà eu plusieurs fois des cas de censure, complètement ridicules d'ailleurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui est fou, c'est de se rendre compte que, en fait, parce que quand on est dans le mouvement, je parle ici de Thomas, je parle ici de Cody, je parle de moi, on ne se rend pas compte qu'on est en train de construire quelque chose. Et c'est bien de voir vos messages, que ce soit des super chats ou pas d'ailleurs, vos messages qui viennent nous dire: nous, on vous suit depuis 2020
C'est dire, wow, on est en 2023 et on a une communauté qui est là depuis certains 3 ans, d'autres bien avant. Hein. Je suis sur Twitter depuis 14 ans et certains sont là depuis 14 ans. Et donc, il y a cette audience. Et pour tout ça, nous sommes extrêmement remerciants et sensibles à tout ça, à votre fidélité, à votre présence, à votre soutien. Donc voilà. On a fait le tour aujourd'hui, ça a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais je pense que c'est important aussi de vous le dire, que je vous le dise. C'est que Cody le fait en permanence sur le chat ou dans ses sessions avant et après l'émission. On se retrouve très vite, donc cliquez absolument sur la sonnette pour recevoir une notification sur la clochette, parce que très certainement on fera ça, je ne sais pas à quelle heure, mais on fera un space YouTube dans le space de la chute demain. Merci à toutes et à tous, ne quittez pas, générique de fin, et puis Cody revient pour vous expliquer, pour vous remercier, j'imagine encore une fois, mais aussi pour vous expliquer comment obtenir des codes Blue Sky. On en a à vous offrir. Venez nous rejoindre là-bas. C'est une manière d'échapper au X de Musk. Assez troll, assez facho. Donc venez nous rejoindre. Ne quittez pas. Je laisse la parole à Cody. Merci. Bon, je vous dis bonsoir pour la dernière fois. C'était vraiment un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans le chat et de vous retrouver pour une fois sous le radar. C'était vraiment sympa de passer ce moment avec vous et merci pour tous vos messages dans le chat. Ça me fait vraiment plaisir. Je voulais remercier tout le monde qui est passé par le chat. On était plus de 400 personnes aujourd'hui, donc je sais que ça a beaucoup tourné. Merci pour vos commentaires, pour vos questions et pour ceux qui s'entraident. Merci beaucoup pour les informations. Je sais que Maxime, à un moment, vous avez beaucoup mis d'informations qui nous ont aidés, donc merci beaucoup. Et je voulais remercier tous qui sont passés par notre page Patreon aujourd'hui et bien sûr les autres jours. Donc merci vraiment pour ce soutien. Comme William l'a dit, on essaye vraiment de créer quelque chose de plus grand sur ce site ou peut-être sur notre plateforme bientôt. Donc merci à tous qui passent par Patreon et merci aussi à ceux qui passent par le super chat. Je sais que William a remercié ceux qu'il a vus, mais je voulais vraiment, je tiens toujours à vous tous vous remercier parce que votre soutien est vraiment important pour nous. Donc merci à Alna, merci Corinne, merci Sylvie, merci Delva, merci Inès, merci Eric, merci PJ, merci Maxime, merci Pascal, merci Sarah, Janie, Luna, François, Johan ou Johan, Johan je crois, désolé, encore François, David, Nathalie, Louise, Kurt, Frédéric, Vincent, Marie, Valérie et Elvien. Je crois que c'est tout le monde. J'espère que je n'ai raté personne. Donc merci vraiment à tous pour votre soutien. Merci à ceux qui mettent le pouce, ça nous aide beaucoup. Et maintenant, les fameux codes Blue Sky. Donc on sait que vous êtes vraiment beaucoup à en demander et on essaie de vous donner un max. Donc voici comment on va distribuer encore une fois cette semaine. Quand le live sera terminé dans quelques minutes et les commentaires seront ouverts, allez mettre un commentaire avec votre @ ou arrobas de Twitter ou de X. Si vous êtes abonné, on va essayer de vous donner un code. Bien sûr, vous êtes tellement nombreux qu'on ne peut pas distribuer tous les codes, mais on va essayer de tous vous avoir. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez la clochette, comme ça vous pouvez être notifié dès que nous sommes live pour nous rejoindre. Bonne chance à tous, on va vraiment essayer de tous vous retrouver sur Blue Sky. Je vais ouvrir un compte cette semaine pour vous retrouver également là-bas. Merci encore une fois à tous et on se retrouve bientôt. Bisous et bonne soirée.